Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du mardi 9 novembre 2021. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés où on constate qu'on a peu de volatilité, peu d'actions ce mardi. L'appétit justement pour le risque diminue à l'approche des statistiques clés sur l'inflation américaine. Effectivement, hier, Wall Street a quand même terminé en hausse, alors que les investisseurs se sont réjouis euh, de l'adoption par le Congrès américain du plan d'investissement dans les infrastructures voulu par le président Joe Biden, même si les gains ont été quand même assez limités à la suite aussi du déclin du titre Tesla. Euh, Globalement, on a eu une séance plutôt positive, en légère hausse. Cependant, le S&P 500 a été plombé justement par le recul d'environ 5% de Tesla à un sondage, comme vous le savez peut-être, organisé dimanche sur Twitter par le patron Elon Musk. Et une majorité des millions de personnes ayant pris part au sondage se sont prononcées dimanche pour que Elon Musk vende 10% de ses parts dans le groupe. Musk avait justement assuré qu'il se conformerait aux résultats pour justement payer des taxes actuellement sur ses plus-values via ses titres avec la société Tesla. Alors, le secteur de l'industrie et des matériaux, lui, ils ont en tout cas fini dans le vert à la suite de l'adoption par le Congrès américain samedi du plan de 1000 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures. Il s'agit de l'un des projets majeurs de l'agenda politique du président américain Joe Biden, en parallèle aussi d'un plan d'investissement dans des mesures sociales et contre le changement climatique sur lequel la Chambre des représentants devrait se prononcer la semaine prochaine. Donc, très clairement, les Américains n'ont pas froid aux yeux et continuent à enchaîner en tout cas les plans de relance et les plans majeurs supérieurs à 1000 milliards de dollars d'investissement. Alors que la saison des résultats maintenant touche à sa fin, on constate que 81% des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats ont dépassé les attentes, donc globalement des résultats extrêmement solides. La semaine, du moins cette semaine, nous avons aussi des résultats d'entreprises qui vont tomber, et notamment ceux de Coinbase, l'exchange de crypto-monnaies aux États-Unis. Ce matin, légère hausse dans la matinée. Comme je vous le disais, l'appétit pour le risque a porté plusieurs indices à des niveaux records ces derniers jours, mais des investisseurs se montrent maintenant plus prudents à l'approche de la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis. Dans son rapport semestriel sur la stabilité financière publié lundi, la Fed explique que les craintes d'une accélération durable de l'inflation et d'un resserrement des politiques monétaires sont devenues les principales préoccupations des investisseurs prenant justement le pas sur la pandémie de Covid. Et une nouvelle dégradation de la situation sanitaire, une remontée rapide des taux et des tensions accrues sur l'immobilier chinois figurent en outre, selon elle aussi, permis les principaux risques à court terme. Effectivement, on a justement le président Emmanuel Macron qui doit parler ce soir à 20h pour évoquer la situation sanitaire en France. On a eu une certaine accalmie sur les taux, mais ça pourrait très bien repartir. Et le dossier qui est actuellement en suspens Evergrande n'est pas terminé pour autant. Donc, pareil, certains risques pourraient ressurgir très clairement d'ici les prochaines semaines. Et forcément, ce constat est susceptible d'inciter un peu plus à la prudence des investisseurs qui ont certes salué hier les chiffres meilleurs qu'attendus du commerce extérieur chinois, et comme je vous le disais aussi, l'adoption par le Congrès américain du plan Biden pour les infrastructures, mais attendent désormais les chiffres des prix à la consommation aux États-Unis.
principal rendez-vous macroéconomique de la semaine. Enfin, la séance en Europe pourrait quand même être animée, même si on a peu de volatilité, c'est quand même assez mou, mais ça pourrait être animé par les interventions publiques de plusieurs dirigeants de banque, dont Christine Lagarde pour la BCE en début d'après-midi, je crois, à 13h ou 14h, Jérôme Powell pour la Fed et Andrew Bailey pour la Banque d'Angleterre. Peut-être qu'on aura quelques éléments intéressants sur les politiques monétaires à venir et ça déclenchera un peu de volatilité dans ce marché qui est globalement mou, je trouve. En ce début de semaine, on a très peu d'actions, que ce soit sur les indices, le forex, un peu les matières premières, mais l'action se passe toujours globalement sur les crypto-monnaies. Ici, c'est un graphique qui représente les 5 plus grosses compagnies du S&P 500, en tout cas l'évolution, donc très clairement les poids lourds. Je vous ai parlé récemment, je vous ai même publié plusieurs graphiques, dont le Nasdaq et le club des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière, avec notamment Tesla qui était passé devant Facebook. Donc récemment, je vous avais publié plusieurs charts, plusieurs graphiques un peu sur le Nasdaq, les grosses tech, le poids qu'elles avaient dans l'indice, mais je n'avais toujours pas réussi à mettre la main sur un graphique indiquant leur pondération actuellement au sein du S&P 500. Et donc, c'est chose faite. Nous avons Bianco Research qui a publié ce graphique en début de semaine et force est de constater que Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon et Tesla pèsent presque 25% de la capitalisation de l'indice S&P 500. Et une telle concentration autour des 5 plus grandes valeurs n'avait pas été observée depuis 1969. Donc là, on est quand même sur un record, d'où aussi cette hausse un peu que j'appelle en trompe-l'œil du S&P 500. Car, on ne va pas se mentir, ces 5 sociétés pèsent un quart du S&P 500. Et quand on voit les performances qu'elles ont réalisées cette année, c'est surtout ces 5 sociétés-là qui ont tiré le S&P 500 à la hausse. Donc encore une fois, belle performance du S&P 500, mais plutôt un S&P 495, j'ai envie de dire, étant donné que la perf actuellement annuelle s'est faite très clairement par des sociétés qui pèsent plus de 1000 milliards de capitalisation boursière. Et encore, ce serait intéressant d'élargir un petit peu plus pour rajouter Nvidia, qui pèse, il me semble aussi, elle a fortement accéléré ces derniers jours, mais je pense qu'on n'est pas loin des 500 milliards. Et ensuite, derrière, on a quand même Facebook, qui est sous la barre des 1000 milliards, mais aux alentours de 800 milliards. Et puis, un peu plus loin derrière, ça reste Netflix. À mon avis, si on rajoute ces sociétés, on doit bien atteindre, je pense, 27 voire 28% du S&P 500. Maintenant, comme je vous le disais, la concentration des 5 plus grandes valeurs de l'indice a atteint un nouveau record depuis plus de 50 ans. Et l'ancien record était détenu, pour vous dire à quel point ça a changé, lorsque en tête, on avait IBM, AT&T, General Motors, Eastman Kodak et Exxon. Et donc là, c'était en 1969 ici, et ça représentait 24,9% du S&P 500, en tout cas d'un point de vue de la pondération. Aujourd'hui, on ne retrouve aucune de ces sociétés en tête. C'est que de la tech. Donc, comme quoi, vous voyez, la révolution numérique et digitale a, elle aussi, eu part importante dans les changements mondiaux, j'ai envie de dire, et dans la rotation surtout sectorielle qui s'est opérée avec notamment la révolution numérique suite après la bulle des années .com. Et finalement, c'est très clairement les sociétés technologiques qui sont sur les premières places du podium. Ici, c'est l'indicateur ROLD pour le Bitcoin. Alors, le Bitcoin a justement inscrit un nouveau record historique hier en dépassant les 66 000 $.
Et l'indicateur ROLD, c'est un ratio entre la smart money et la dump money. Donc, si on traduit littéralement, c'est l'argent intelligent et l'argent stupide. L'argent intelligent, c'est surtout l'argent des investisseurs. C'est généralement eux qui font le marché. Et la dump money, l'argent stupide, je ne dirais pas que c'est l'argent des particuliers, car il y a des particuliers qui savent très bien se positionner sur le marché, mais c'est l'argent surtout, pareil, qui est investi au mauvais moment, au mauvais endroit. Et en fait, ce ratio permet de voir où le marché se situe dans la phase de bull run. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir la longueur des cycles via la pente de l'indicateur. Et en fait, celui-ci actuellement suggère que la hausse en fait n'est pas terminée si on prend et si on compare avec les précédents cycles. Effectivement, vous voyez qu'on a pareil différentes zones de distribution et d'accumulation. Et là, quand l'indicateur rentre dans cette fameuse zone, on voit qu'on a eu le pic fin 2011, pareil en 2014, exactement la même chose en 2018 et presque les points bas, j'ai envie de dire, une fois qu'on retombe sur la zone inférieure. Et là, on est un peu au milieu de nulle part, mais si on suit ce schéma, un peu de ping-pong et de yo-yo entre les deux bornes, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, on est en train d'effectuer une nouvelle rotation et qu'on pourrait, on se dirige actuellement en tout cas vers la zone haute. Donc forcément, si on se dirige vers cette zone haute, tout porte à croire que le Bitcoin pourrait de nouveau accélérer et atteindre de nouveaux records dans les prochaines semaines, voire même les prochains mois. Donc un indicateur très pertinent, je trouve, qui donne des niveaux très propres, très clairement, et qui permet de se situer, surtout si vous êtes un investisseur à long terme. En DCA, ça vous permet, si vous n'êtes pas pressé, si vous avez le temps devant vous, eh bien, de vous situer et de savoir à peu près quelles sont les meilleures phases pour investir sur le Bitcoin. Et globalement, c'est quand l'indicateur retourne dans cette zone, eh bien, phase d'accumulation et ici, phase de distribution. Auquel cas, il faudra commencer à prendre des bénéfices, alléger ses positions et surtout ne pas rentrer dans le marché en pleine euphorie. Côté graphique, rien n'a changé. Je pense que cette semaine, ça va être assez calme. Bon, on attend les stats de l'inflation, mais très difficile de mettre en place des plans de trading, je trouve, sur les indices dans leur ensemble. Pareil sur le Forex. Que dire de plus à part c'est haut, on est monté un peu vite, un peu fort. Faut-il payer maintenant Bon, ce n'est que mon avis, mais je ne trouve pas ça judicieux. En tout cas, vous savez que j'établis des plans plutôt en swing trading. Bien évidemment, en scalping et en intraday, il y a toujours quelques opportunités. Et je trouve effectivement qu'on a un marché qui est réservé aux scalpers et à l'intraday. Très difficile de mettre en place un plan de trading. On est toujours en pleine accélération haussière. J'ai pas envie de céder à l'euphorie sur les sommets. Certes, je vise toujours 7250 points. Ça, ce serait une fin d'année en beauté. Mais j'aimerais bien un repli avant d'atteindre cet objectif. Et là, pour l'instant, pour moi, on est juste au perché. Est-ce qu'il faut vendre? Toujours pas. On n'a pas de chandelier de retournement, on n'a aucun signal de retournement. Si on se met en données 4 heures, voilà, tant qu'on ne casse pas cette Tenkan, si vous voulez, pas d'alerte baissière. Ça va être l'un des filtres. Et là, effectivement, cette Tenkan vient coiffer les prix à chaque fois, on vient prendre appui dessus, mais pour autant, on empile les bougies vertes, ça reste haussier, les acheteurs ne lâchent rien. Par conséquent, voilà, pour moi, ça reste la meilleure solution est d'attendre toujours un repli pour se positionner à l'achat, pour derrière profiter d'une dernière jambe de hausse en direction de la borne haute de ce canal. Sinon, pour les vendeurs, eh bien pour moi, c'est toujours trop tôt, tout simplement.
tant que je n'ai pas de signal, tant que le RSI ne sort pas de cette zone un peu de surachat, tant qu'on ne casse pas les 7000 points, honnêtement, c'est très difficile de mettre en place un plan baissier. Et là, pour l'instant, c'est plutôt, ce serait l'envie d'attraper le point haut. Mais dites-vous bien que le point haut, vous ne l'aurez jamais en bourse. Le DAX, c'est la même chose. J'aimerais bien qu'on vienne combler ce gap en fait sur le DAX avant de repartir. Oui, on a une sortie de range par le haut. Oui, la bougie hebdomadaire est belle, mais comme sur le CAC, juste avant les chiffres de l'inflation, encore une fois, je trouve que c'est risqué. C'est un trade pas terrible à effectuer de passer à l'achat ici maintenant. Encore une fois, j'attends un repli. Et ici, on a un beau gap. J'aimerais ce comblement du gap avant de repartir. Voilà, ça c'est ma stratégie sur le DAX, toujours venir taper cette zone. Reprendre appui sur le niveau de support, histoire de souffler un peu. On aurait la Tenkan qui commencera à remonter. Pareil pour Kit Jaune. Ça permettrait de souffler un peu, comblement du gap, se positionner sur le support et derrière pour aller chercher les 16 200, 16 300 points. Mais là, maintenant, pour moi, c'est trop tard en fait. Il fallait se positionner ici. À la cassure Tenkan Kit Jaune qu'on avait eu en données hebdomadaires, effectivement, on a eu une belle accélération haussière. Maintenant, si vous êtes swing, eh bien, c'est plutôt de la gestion de position qu'il faut faire, remonter les stops, ainsi de suite, et penser à prendre quelques bénéfices. Mais un plan de trading sur le CAC, sur le DAX, honnêtement, je ne suis pas hyper fan. Et depuis le début de la semaine, c'est un range de consolidation qu'on a. Donc là, on tente de casser les plus hauts, peut-être un petit canal haussier. Effectivement, un canal haussier, on pourrait chercher 16 000, 16 000, 16 120, mais encore une fois, je trouve que la hausse reste limitée et je préférais vraiment avoir un repli pour venir combler le gap sur la zone, hop, avant de repartir. En tout cas, c'est le plan que je surveille pour cette semaine sur l'ensemble des indices. Un CAC retour sur 7000, et si on regarde le Dow Jones, c'est exactement la même chose. Le Dow Jones, on est haut perchier, il y a un gap à venir combler, et ce serait propre de venir combler ce gap ici avant de repartir. En données daily, on a des bougies en pleine lévitation, mais qui montrent finalement que le marché commence à s'essouffler, je trouve. Là, on avait des bougies avec du corps, et depuis 3 séances, on monte un peu en crabologie, mais on est sur des dojis, c'est des hausses assez timides, et je ne suis pas convaincu du potentiel aussi à venir. Je verrais plutôt un repli avant de repartir. Dans ce cas-là, ce serait venir pullbacker la borne haute de ce canal, combler le petit gap qu'on a juste ici. Là, on a un tout petit gap. Vous voyez, hop, va venir chercher. Combler ce gap, prendre appui sur la Tenkan avant de repartir. Comme sur l'ensemble des indices que je viens d'évoquer, pour moi, on a des petits gaps à venir chercher, des petits niveaux psychologiques intéressants, 7000 points, le DAX à venir combler, ici pareil. Et ça permettrait justement au marché de souffler, de respirer avant de repartir de plus belle pour terminer l'année en beauté. Si on regarde les futurs, mais c'est la même chose sur les futurs. Alors oui, c'est plus... Là, autant on a des belles bougies, mais pareil. Alors là, le mieux, c'est un marché réservé pour les traders intraday et de chercher des cassures Tenkan Kijun dans le sens du flux. Voilà, comme ici. Cassure Tenkan Kijun, cassure Tenkan Kijun. Là, on en a eu une ici. Bon, on est un peu large, pourquoi pas, surveiller. Mais là, ce serait vraiment un marché réservé, je trouve, plutôt pour de l'intraday, du scalping, vite protégé, vite prendre des gains. On a peu de volatilité, donc là, honnêtement, je vois mal mettre en place un plan de trading en vous disant oui, achat ici, stop en dessous, et on vise 36 800 ou 37 700 points. C'est totalement grotesque, très clairement.
On va naviguer à vue et surtout voir comment le marché va digérer les annonces autour de l'inflation, à savoir les indices des prêts à la consommation mercredi. L'euro-dollar, pareil, le forex, c'est super mou. J'ai pas de plan de trading, d'opinion bien tranchée à vous proposer. Plutôt des plans qui se sont validés en fin de semaine dernière. Si on a atteint le TP1 on a atteint le TP sur l'AUD yen, l'euro, je trouve que c'est toujours fébrile, fragile. Vous connaissez ma prévision, en tout cas. Certains ont peut-être mis en place un plan de trading, mais j'ai une prévision assez baissière pour l'euro, 1,1460, 1,1370 toujours. Et maintenant, le filtre en données 4 heures nous dira si ce scénario va se produire ou pas. Donc là, soit on a un range entre 1,1686 et 1,1530, soit on a un deuxième range actuellement qu'on est en train de former juste ici. Voilà. Donc effectivement, si on casse la borne haute, dans ce cas-là, c'est direction la borne haute du range daily. Et inversement, tant qu'on évolue ici, pourquoi pas chercher des ventes sur la borne haute pour viser la borne basse. Et en cas de cassure, là, très clairement, ça confirmera ce fameux plan baissier que j'ai à moyen terme et on ira chercher 1,1460. Et en TP2, 1,1370. Voilà mon opinion sur l'euro-dollar toujours, mais c'est léthargique, pas beaucoup d'action, pas beaucoup de volatilité, intervenez sur des niveaux clés. Et c'est tout ce que je peux vous dire actuellement sur cette paire. L'AUD yen, alors là pour le coup, on est venu faire le TP1 au pip spread, tout dépend encore une fois après, je l'attendais un peu plus bas, mais l'élément qui me dérangeait, je vous le disais hier, c'était la Kijun qui était remontée, alors qu'avant elle s'était mise à plat, et là vous voyez, hop, on est venu chercher la Kijun, vraiment c'est une propreté parfois les Shimoku, au pip spread. Donc là, j'estime très clairement que le TP a été atteint. Néanmoins, j'attends toujours la paire sur ce niveau. Là, pour moi, c'est trop tôt. J'aimerais bien encore une poursuite du flux, que la MM50 remonte, voilà, que tout converge ici pour vous proposer éventuellement une stratégie à l'achat. Et là, on baisse les stops. Peut-être que certains ont pris des bénéfices suite à la touchette sur Kijun. Je n'exclus pas une mèche un peu plus profonde voilà, sur cette zone-là. Là, ce serait le niveau parfait. Mais en tout cas, maintenant, c'est stop à break-even, voire même stop win. Une prise de bénéfice peut s'opérer effectivement. Et puis, peut-être que les plus patients et les plus téméraires espérons que le marché poursuive son accélération dans cette zone. En données 4 heures, effectivement, on a toujours la MM50 200 pardon, qui bloque. Voilà, on est venu chercher en fait notre MM200 couplé à notre kit jaune. Maintenant, ça reste baissier, pas de champ de retournement. Donc, si on continue un peu cette dégringolade, ce serait bien d'avoir une dernière vague de baisse voilà, pour venir chercher ce fameux support et ensuite chercher des signaux d'achat dans cette zone pour retourner sur la borne haute ici et effectuer un fameux reverse, couper sa position vendeuse, passer à l'achat et aller chercher la prochaine résistance vers les 84,65. L'USD Yen, finalement, invalidation du fanion, très clairement, c'est dommage. C'est cassé. Voilà, on a eu la cassure à 13h ici, cassure du support, sortie du range, boom. Donc invalidation du scénario haussier que je tentais de mettre en place ici. Je vous disais soit de chercher un chantier de retournement pour se positionner sur la borne de base, soit d'attendre la cassure. On n'a pas du tout eu de chantier de retournement, on a cassé, tac. Donc maintenant, peut-être que certains ont vendu.
ce n'est pas une mauvaise idée, très clairement. Dans ce cas-là, l'objectif, ce serait d'aller chercher les 112,20. Et là, ça va être la zone que j'ai envie de travailler à l'achat. Bon, ça ne s'aligne pas avec les retracements de Fibo, c'est dommage, mais c'est une belle zone daily. Voilà, vous voyez, zone daily, les mèches ici, les mèches ici, les mèches là, et encore une fois, j'ai la MM50 qui arrive sur ce fameux niveau. Donc là, hop, pour moi, ce serait bien que le marché poursuive sa chute sur ce niveau, et arrivé sur ce niveau, on cherchera des signaux pour payer l'USD Yen et repartir dans le sens de la tendance. Donc là, un niveau à surveiller, comme sur l'AUD Yen, une zone identifiée, une MM50 qui arrive en renfort. Donc maintenant, j'aimerais que la dégringolade accélère, que la MM50 remonte. Et ici, je tenterai en tout cas de vous proposer une stratégie acheteuse sur ce fameux niveau. Le gold, à la croisée des chemins, comme toujours, c'est bien parti. C'est une belle tête. C'est encourageant pour la suite. Maintenant, on ne va pas se précipiter non plus. Cassure des 1830. Voilà, ça c'est le niveau qu'on travaille depuis le mois de juillet. À chaque fois, c'est la mèche haute en données mensuelles, donc très très important. C'est vraiment un niveau clé pour moi, c'est les 1830, ce niveau qu'on travaille depuis 1, 2, 3, 4, 5 mois. Maintenant, c'est le pivot clé. Voilà, c'est le pivot clé, une clôture hebdomadaire au-dessus, ce serait 1850, mais derrière, je vise enfin une véritable reprise haussière. Parallèlement, nous avons aussi donc ce niveau de résistance hebdomadaire, voire même mensuel pour le coup, étant donné qu'à chaque fois c'était le point haut, la mèche haute en mensuel. Maintenant, voilà, tout est dit. L'oblique. Donc là, cassure de l'oblique, validation pour moi d'un puissant, signal technique haussier. On se trouve très clairement à la croisée des chemins. Si vous êtes acheteur sur les précédents niveaux ici, eh bien, remontez votre stop si vous avez un peu de marge. Les autres attendront, je pense, il serait préférable pour éviter de se manger un bull trap, une clôture hebdomadaire au-dessus des 1830. Et dans ce cas-là, essayez derrière d'avoir le pullback, un stop loss sous la zone, assez large même, pour le coup, stop loss assez large. Et là, je parle vraiment d'un scénario swing moyen-long terme. Stop loss assez large pour aller chercher, ça c'est pour moi c'est le niveau intermédiaire, mais 1910, 1960, et surtout si on confirme tout ça, ce serait reprise haussière. Donc là, pour moi, sur Gold, à surveiller car la configuration devient très intéressante et surtout, on pourra avoir de l'action enfin pour les prochaines semaines. Donc là, à surveiller, cassure des 1830, clôture hebdomadaire, et on fera le point d'ici là, mais ça se présente plutôt bien, en tout cas pour le métal jaune. Le Brent. Le Brent, pareil, je suis aussi et toujours sur l'actif, et là j'attends le signal technique, encore une fois. Sortie du drapeau. Donc cassure, clôture au-dessus des 84,20. Voilà le niveau clé, 84, 84,20. On a une petite zone ici. Les figures chartistes ont plutôt bien fonctionné dans leur ensemble sur le Brent depuis de nombreux mois maintenant. On est dans une dynamique extrêmement haussière. Le trafic aérien qui réouvre devrait profiter aussi de nouveau, encore une fois, au secteur pétrolier à cause de la forte demande.
Et donc, le pétrole pourrait une nouvelle fois déclencher une accélération haussière pour aller chercher ce fameux niveau, la fameuse zone ici qu'on a identifiée vers 90-89 $. Maintenant, j'attends la sortie par le haut de ce drapeau et clôture au-dessus des 84,20. Pour moi, on aura un signal technique haussier avec un stop loss à placer à peu près ici, sous la mèche là, cette grosse mèche, vers les 81,50 pour aller chercher 90. Là, la cassure est un peu timide, très clairement. Je veux une belle cassure pour éviter d'avoir un bull trap. Là, en données 4 heures, on la voit très clairement, la zone de polarité, et on est sous cette zone. Donc tant pis si on rate un petit bout, mais mieux vaut avoir une belle confirmation avec un beau pattern que se précipiter et avoir un bull trap et derrière retomber. Donc là, affaire à suivre, mais ça se présente actuellement plutôt bien sur le pétrole et derrière, comme je vous le disais, je viserai les 90 $. En revanche, sur le light, forcément, ça devrait suivre, mais la configuration graphique n'est pas aussi propre. Voilà, je suis pas aussi emballé que sur le Brent. Sur le WTI, pour moi, on est sous la résistance et on n'a pas une belle consolidation ou une figure nous indiquant continuation de la tendance, une poursuite de la dynamique de fond surtout. Mais effectivement, si le Brent accélère, le WTI, lui, ne va pas chuter. Maintenant, le plan, pour moi, sera applicable sur le Brent, car on a vraiment des beaux niveaux clés, des beaux niveaux de support identifiés et connus. Donc très facile après de placer son stop loss et ses TP. Alors qu'ici, la configuration est à peu près similaire, mais graphiquement parlant, c'est plus propre sur le pétrole Brent. Voilà. Pour terminer, les crypto-monnaies avec le Bitcoin, toujours. Nouveau record hier. Nouveau record hier. Belle bougie flux directionnelle et impulsive, accompagnée pour le coup de volume. Donc, c'est aussi en fait. Rien à ajouter, rien à dire de plus. Je vise toujours les 70 000 $. Ça, mon objectif, lui, n'a pas changé. C'est mon premier TP, c'est à 70 000 $. Et ensuite, ce serait 80, 75 000. Enfin, comme je vous le disais, hein, on est en price discovery, donc découverte de prix. Forcément, toujours difficile d'évoquer des objectifs théoriques. On peut toujours s'aider de l'analyse graphique avec la soucoupe, si vous voulez, mais bon, ça reste toujours délicat. On peut s'attendre, on peut avoir le meilleur comme le pire avec le BTC. 70 000 $, ça me paraît tout à fait envisageable. Et puis, effectivement, si on entame une véritable phase 3 de bull run, on peut monter bien plus haut. On peut monter à 90 000 $, sans aucun doute. Maintenant, la bougie weekly est belle aussi. Bon, on n'est pas non plus dans une zone, on n'est pas dans le surachat extrême comme ici. Bref, ça se passe plutôt bien. Objectif théorique, effectivement, si on reporte la soucoupe, c'est les 90 000 $. Bon, encore une fois, oui, c'est haussier, oui, on a des signaux intéressants, mais j'ai pas envie de m'emballer, de faire des pronostics, comme tu peux voir parfois sur les réseaux. Bitcoin à 145 000, Bitcoin à 300 000, Bitcoin à 500 000. Bref, c'est un peu tiré par les cheveux tout ça. Je préfère avancer pas à pas, vous proposer des stratégies qui ont du sens et des objectifs cohérents à moyen court terme. Donc,
oui, c'est possible, mais néanmoins, je préfère avoir des objectifs à moyen court terme, faire remonter les stops, prendre des bénéfices et accompagner en fait tout simplement cette tendance haussière jusqu'à voir un essoufflement du marché. Et au moment où on aura un essoufflement du marché, se dire attention, là il faudra peut-être sortir. Pour l'instant, j'observe la tendance, c'est haussier. Voyons voir, attendons de voir ce qu'elle a dans le ventre, surtout, et laissons-nous porter surtout le plus loin possible par cette phase de bull run. Et peut-être qu'on ira à 80 000, peut-être 100 000, peut-être 150 000. J'en ai absolument aucune idée, je n'ai pas de boule de cristal, mais il faut naviguer à vue et établir ces scénarios jour après jour sans avoir de biais psychologique et sans céder à l'euphorie, encore une fois. En données 4 heures, effectivement, j'évoquais avec vous hier en données 4 heures les configurations assez plaisantes entre le fanion qui a plutôt bien fonctionné, l'épaule, tête, épaule, et la reprise en sous-coupe aussi une nouvelle fois. Donc là, on pourrait hop, faire le pullback avant de repartir, aller chercher les 70 000, puis 75 000. En tout cas, pas d'alerte baissière, c'est vraiment très propre. Pour l'instant, on peut avoir des purges, effectivement, on peut avoir des purges de 3-4% sur le BTC, mais il faudra intervenir sur les zones. C'est pas parce qu'on aura des purges de 3, 4, 5% sur le BTC que ce sera la fin du bull run. Si vous regardez les précédents bull runs, on avait des belles chutes de 4-5%. Derrière, ça repartait. Donc là, pareil, je tiens à le rappeler, mais pour l'instant, tout va bien. Mais si demain, il y a une chute de 5%, il ne faudra pas céder à la panique. C'est tout à fait normal et c'est même plutôt sain, j'ai envie de dire. Au contraire, il faudra identifier les zones pour se repositionner dessus, très clairement. Et je m'attends, oui, forcément à des chutes de 5 voire 6% dans ce nouveau cycle de bull run qu'on est en train d'entamer. Pareil pour l'Ethereum. Là, pour le coup, cela consiste encore une fois à payer tous les replis sur les anciennes zones, sur les anciens sommets, proches de l'AMM 50, et mettre le filtre en données 4 heures. Donc là, celles et ceux qui ont réussi à rentrer ce week-end ici sur l'ancien top, sur repli ici, cette fameuse zone, hop, eh bien, espère, objectif, ce serait d'aller chercher le haut du canal. Donc, 50 000 $, et objectif intermédiaire, toujours que je garde en tête, c'est les 5150. Pour rappel, 5150, ah mince, j'ai supprimé ou j'ai pas dû enregistrer le graphique hier. C'est le report de la anse. On a une tasse avec anse. Donc, premier objectif, on avait reporté la anse, ça donnait 5150. Et le deuxième objectif, c'est de reporter la tasse. Dans ce cas-là, c'est 6100. Voilà. Là, pour le coup, j'ai des objectifs clairs sur l'Ethereum. Ça, c'est des objectifs à moyen terme, objectifs à plus court terme toujours. Pour celles et ceux qui payent tous les replis sur l'Ethereum, de viser la bande haute du canal. Donc là, ce serait vers les 5 000 $. 5 000 $, en cas de repli, hop, on ira chercher les 5 150. Et là, il y aura une première prise de bénéfice à effectuer sur ce niveau. Et derrière, si on casse, eh bien, objectif, deuxième zone, à 6 100 $. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés et je vous donne donc rendez-vous demain pour faire un nouveau point complet sur la planète finance.